Bien, bah écoutez, merci à tous d'être venus aussi nombreux, n'est-ce pas, nous retrouver pour cette 9e séance du séminaire. En fait, c'est officiellement la 9e séance, mais c'est la 8e séance réelle, parce que vous avez peut-être vu, il y a 2 semaines, on aurait dû accueillir Alexandra Ben-Samoun, qui a dû annuler parce qu'elle a été nommée expert à l'UNESCO. Et donc c'était son voyage d'intégration à Bangkok avec toute l'équipe de l'UNESCO. Donc on a dû reporter en fait sa séance à, je pense, à la rentrée prochaine. Donc Alexandra Ben-Samoun, on vous préviendra quand elle pourra donc revenir au séminaire. Aujourd'hui, on va recevoir et on reçoit Sébastien Sacchetti, qui est ici présent, qui est COO, donc Chief Operating Officer, de Namer. Et donc c'est assez compliqué de présenter Namer parce que c'est une société qui fait beaucoup de choses, mais surtout, de ce que j'ai pu comprendre, sans lire le screenshot que j'ai fait de leur site internet tout à l'heure, de ce que j'ai pu comprendre, c'est une société qui analyse les données qui sont disponibles autour d'elle et dans le domaine public de la donnée, et qui ensuite réfléchissent à créer des produits qui viennent à répondre à certaines problématiques du monde réel grâce au big data. Je pense que je suis presque là. Très bien. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne séance et la parole est à toi, Sébastien. On peut le faire, on peut se mettre debout, on n'est pas nombreux. C'est juste pour le cadre en fait, pour la vidéo, il faut qu'on reste derrière l'écran. Oui. Ah, ok. Bon, bonsoir à tous. Je pense qu'on n'a pas besoin du micro tout de suite. Et merci. C'est juste pour la vidéo, mais c'est pas grave. Et merci pour l'invitation. Bon, je vais d'abord me présenter avant de présenter l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui. Je suis uruguayen en fait d'origine, ce qui explique mon accent un peu différent. Je suis venu en France étudier il y a une vingtaine d'années. Et j'avais des études très classiques, l'IEP de province et l'École nationale d'administration en tant qu'international, il y a une quinzaine d'années déjà. J'ai travaillé comme directeur adjoint des investissements à l'Agence française pour les investissements internationaux, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est Business France aujourd'hui. Donc je m'occupais à l'époque d'accompagner les grands investisseurs étrangers et les entreprises du CAC 40 étrangères dans les méandres de l'administration pour qu'elles puissent en fait aller plus vite. Donc je suis occupé surtout du passeport talent que peut-être vous connaissez, de changement des visas pour que les chercheurs puissent aller et venir plus simplement, entre autres à l'époque. Et après je suis parti à l'étranger, à l'international et dans le privé pendant presque 8 ans, à travailler comme consultant, comme CFO, dans le entertainment, dans le cabinet d'avocats, dans du capital risque et finalement dans le numérique en fait. Avant de revenir en France il y a 2 ans maintenant, et c'est un peu ce que je vous propose de vous raconter, c'est mon expérience depuis ces 2 ans-là, vu que je suis revenu en France pour travailler pour une partie de la DINSIC, de la Direction interministérielle du numérique, direction qui s'occupe au sein des services du Premier ministre du numérique de l'État. Donc c'est la DSI, la Direction des services informatiques de l'État. Donc je suis revenu en France pour travailler à Betagouv. C'est un projet, c'est un incubateur de services numériques. Je vais vous raconter un peu ce qu'il fait. J'ai passé 1 an avec eux à développer des services publics numériques avant de monter pour la ministre de la Culture, l'ex-ministre de la Culture, le Pass Culture, et avant de repartir dans le privé il y a 1 an. C'est là où j'ai rejoint l'entreprise qui est présentée tout à l'heure, qui s'appelle Namer, et qui, James, c'est difficile pour tout le monde, c'est pas que pour toi. Donc on est une entreprise qui produit des données. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que c'est produire des données pour nous. Et qui surtout permet aux entreprises, aux administrations de réutiliser des données d'une façon massive. Quand je parle de données, je parle de données non personnelles en fait. On n'est pas RGPD, je veux parler des données de tout le reste en fait. Donc à savoir l'emprise d'un bâtiment au sol, l'auteur d'un bâtiment, la quantité de fenêtres, la taille d'une rue, le fait qu'un fleuve passe à côté d'une maison, le fait qu'une zone inondable, une maison soit dans une zone inondable. Et c'est pour ça que j'ai commencé, je vous propose de parler un peu de ce territoire numérique. Je pense qu'il existe en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je pense moi qu'il existe et comment ce territoire-là peut être aménageable.
Donc, cette première expérience, je pars du principe, je ne veux pas parler en juriste parce que je ne suis pas un juriste, je parle vraiment en tant que professionnel et praticien du numérique en France. Donc, le numérique a ramené l'informatisation des systèmes et les relations des opérations entre les personnes, ont ramené des grands changements, vous êtes au courant. Mais surtout, pour une administration, par exemple, ça a permis d'avoir toutes les données disponibles tout le temps et sans passer par personne. Ça paraît quelque chose de très bête à réfléchir, mais on n'a pas besoin d'un bibliothécaire pour aller jusqu'à un livre. De la même manière, on n'a pas besoin que la mairie soit ouverte pour arriver à une certaine information. Donc du coup, l'État il s'est retrouvé avec beaucoup de données auxquelles on pouvait avoir un accès illimité et permanent à ces données-là, 24/7. Chose qui n'était pas le cas avant. Donc on avait une administration qui était dans le monde réel, hein, donc il fallait frapper à la porte, il fallait avoir un horaire d'ouverture, il fallait que quelqu'un soit là pour nous accueillir, qu'on puisse passer entre l'humain et la réalité pour arriver à ces données-là. Donc ça c'est un grand changement, on ne dirait pas, mais bon, ça change beaucoup de choses. Surtout qu'on a commencé à être entouré par des services numériques omniprésents qui ne venaient pas de l'État ou de pouvoir public, mais plutôt du privé. Donc c'est depuis le WhatsApp jusqu'au Facebook, jusqu'à n'importe quoi. Donc on commence à s'habituer à s'enregistrer quelque part, donner notre personnalité, créer un profil, mais aussi à créer et produire des données, être entouré par cet espace numérique. Et ces deux premiers points ramène un autre, c'est la capacité à faire des actions massives à partir de ces données-là. Le fait d'avoir des services qui connectent ces données-là nous permet de faire une action complètement traiter d'un seul coup des personnes qui sont dans la même situation. Donc, bêtement, parfois on parle mal de l'Uber, mais je le prends comme exemple pour dire simplement que quand on enlève un mur et on connecte le taxi qui est dans la rue avec la personne qui cherche un taxi, ce qu'on fait, c'est créer ce qu'on appelle une plateforme toute bête, donc un marché, une place de marché. Donc il y a une offre et une demande d'un côté et de l'autre. Bonjour, bienvenue. Une offre et une demande qui ne se connaissent pas et que grâce à cette disponibilité de l'information, en fait l'information elle est disponible, donc on n'a pas besoin d'appeler un point de taxi pour savoir qu'un taxi est là, elle est disponible sur une plateforme numérique et mon besoin d'avoir un taxi aussi est disponible à ce moment-là. Donc du coup, il y a une espèce d'asymétrie d'information qui est réduite très rapidement avec ces plateformes. Donc l'État rentre dans ce mouvement-là et moi je viens travailler, très intéressé, je rentre du Brésil en me disant c'est magnifique, la France elle crée des services publics numériques dynamiques et il a envie de créer une État-plateforme, c'est génial. C'est quelque chose qui a commencé en 2013 en fait, il y a longtemps, c'est pas le nouveau gouvernement, c'est le gouvernement d'avant en fait, et, qui travaillait déjà sur ça et me dit c'est génial, l'État produit des données, il s'est rendu compte, même si un peu là monsieur Jourdain produit un peu de données sans savoir qu'il produit des données. Donc il a conscience qu'elle produit des données. Il se place comme un garant de ces échanges-là de données entre les différentes administrations et même avec le privé. Et en plus, il veut créer des services numériques. C'est génial. Moi, je voyais là, quand je suis arrivé, 3 piliers très clairs. L'État a conscience qu'il a des tonnes de données. Il peut les échanger. C'est génial. On pourra faire des choses beaucoup plus rapidement, plus vite et plus efficaces. Et finalement, on pourra créer des services numériques. Sauf que là, pour le coup, vous que vous êtes du côté du droit, vous savez qu'on a des contraintes humaines et normatives qui font qu'on ne peut pas si facilement échanger de données, on ne peut pas si facilement produire ou manipuler des données, et on ne peut pas non plus si facilement créer des services sans éclater les services existants. En fait. Donc, produire des données, je pense que vous connaissez, DataGouv, donc un grand portail qui rassemble toutes les données ouvertes en France, donc une grande quantité des données qui sont produites. Donc ça, c'est un des piliers de ce mouvement, de ce principe d'État-plateforme, où on peut chercher par exemple les AOP, quelque chose de très utile, quelqu'un veut savoir s'il existe un jeu de données AOP, les appellations d'origine, on peut les chercher et les retrouver. Donc il y a une collection géante, très hétéroclite, très différente, très variée, de données qui sont ouvertes par les différentes administrations à différents niveaux. Là, premier pilier, les données. Deuxième, l'échange de données. Ça, on utilise un acronyme en anglais parce que c'est plus simple en anglais, je sais pas voilà, mais qui est l'API, le fait de faire un petit logiciel qui permet simplement de qualifier qui vient chercher et lui livrer les informations parce qu'il a le droit de les obtenir.
Donc c'est tout bête, mais c'est ça, en fait, ça fait dialoguer deux groupes de données, deux bases de données, et qui dit, bon, c'est une interface qui permet d'échanger des données. C'est ce qui permet, par exemple, à quelqu'un qui vient chercher simplement vérifier votre identité, France Connect, peut-être vous connaissez, de consulter si votre numéro fiscal correspond exactement à votre nom et votre prénom, que à votre nom et votre prénom. Donc ces API font cette interconnexion-là, ils constituent un peu le deuxième pilier de cet État qui essaie de se créer comme plateforme, de se construire comme quelque chose qui peut être opéré et opérationnel pour tout le monde. Et le troisième, ça c'est un exemple, c'est les API entreprises. Donc c'est la même chose pour l'entreprise, on peut aller consulter si on est une administration à travers le SIRET d'une entreprise et collecter une série de données. Donc ces interfaces, ces API qu'on appelle, permettent de faire ce travail-là, d'aller recruter, de venir, avec une série d'autorisations et de ce qu'on appelle un token, une clé toute bête, qui nous permet d'échanger entre des informations. Et finalement, créer des services, parce qu'on se dit, si on a des données, donc on sait que les livres sont disponibles, on sait qu'on peut échanger les informations pour vérifier que la personne qui vient dans la bibliothèque, c'est bien elle-même, pourquoi on ne créerait pas un service qui nous permettrait d'avoir accès à ces données-là et créer de la valeur pour les citoyens ou pour n'importe quel usager. Et ce Betagoo crée des startups d'État, donc des services publics numériques qui ne sont pas privés, donc simplement dans un mode start-up, à savoir avec quelqu'un qui mène le projet de A à Z, comme s'il était en train de créer une jeune entreprise, pour le dire en français, entendez une start-up. Par exemple, le premier portail qui inaugure ces services-là, c'est le portail de MEZ, qui part du constat que le non-recours aux aides, il fait plus de 50%, il y en a 60% de non-recours, les gens ne savent pas qu'il y a des aides, les gens ne vont pas chercher les aides en fait, et on se dit que si on peut les mettre tous ensemble dans un seul endroit, et qu'on peut identifier la personne qui vient, savoir qui c'est, donc on est en train de rajouter la première couche qui sont les données, avec la deuxième couche qui est l'échange de données entre différents services, avec une troisième qui est celle de l'identifier, on le permettrait de simuler sa situation. On pourra dire à tout moment, sans aller dans son bureau, sans croiser une personne, sans rencontrer quelqu'un, vous pourrez simuler votre situation. Évidemment, l'intention au début, c'était pas simuler une situation, c'était vraiment donner accès aux aides directement à la personne, parce qu'il a les droits d'avoir ses aides, il les réclame, et il fait la simulation, il devrait pouvoir devenir tout de suite... devrait pouvoir tout de suite recevoir ces aides. C'était dans notre logique très naïve. Moi, je me mets dans les jeunes, même si je ne vais pas dans les jeunes. Je me mets dans la catégorie jeunes. Des jeunes qui se disent, regardez, on fait une start-up, on peut faire une entreprise, on qualifie quelqu'un dans une situation qui a besoin qui a droit à ces aides-là. Pourquoi on lui livrerait tout de suite, qu'il nous donne son RIB, on va lui faire un virement, quoi. On sait qui c'est, on sait qu'il a besoin. Bon, c'est pas si simple. Donc cette asymétrie d'information était une des tentatives d'implanter un service numérique, de créer cette plateforme. C'est plus compliqué que ça, et je reviendrai. La même chose pour trouver pour des remboursements. Ça, c'est un autre exemple tout basique. Ça s'appelle le remboursement simplifié. C'est le fait que le recours à la voiture personnelle coûte moins d'argent à la communauté et à la personne pour aller se faire soigner, sauf que c'est la procédure la plus complexe pour se faire rembourser. Donc c'était une bureaucratie très très lourde. C'était plus facile de passer une facture à 50 € avec un taxi que se faire rembourser 10 € avec sa voiture personnelle pour aller à l'hôpital, basiquement. Donc nous on part du principe à ce moment-là que ce serait tout bête que si on peut avec un service numérique simplement identifier la personne, agréger un tas de données encore, on pourrait le rembourser beaucoup plus rapidement et ça coûterait beaucoup moins à toute la communauté. Le deuxième exemple, c'est tentative. Et le dernier, qui est différent parce que pour le coup, sa genèse elle est différente, c'est le Pass Culture, dans lequel on a, le défi était de transformer une promesse présidentielle qui était de faciliter l'accès à la culture à travers un chèque en une plateforme qui permet aux jeunes de 18 ans d'accéder à la culture et en plus avoir du crédit pour pouvoir avoir plus accès à cette culture-là. Donc on avait le défi de faire ça en mobile, de faire ça en jeune et surtout de passer, je le raconte comme anecdote parce que c'est moi que l'ai fait au téléphone, de devoir chercher une place dans Google Pay ou dans Apple Store
qui, évidemment, n'ont pas été accueillants au fait qu'on fasse ça à travers un Apple Store ou un Google Play, parce qu'en fait, texto, on m'a dit, Apple ne va pas changer les consignes aux développeurs dans le monde entier pour que l'État français puisse avoir une application en ligne. Il a dit parfait, donc nous on a une solution technique, on va faire une application simplement responsive, donc qui fonctionne dans un téléphone portable mais qui ne passe pas par notre Apple Store. Chose qui a été une surprise pour tout le monde parce qu'ils s'attendaient qu'on passe 6 mois à essayer de négocier l'entrée d'un service public numérique français dans un Apple Store, et on a préféré passer par quelque chose qui nous permet de ne pas livrer de données personnelles ni dépendre d'une plateforme. Bon, ça c'était une partie anecdotique, mais c'est un peu emblématique de ce qu'on doit négocier au moment où on met dans une capsule, dans une plateforme qui ne nous appartient pas, des informations qui nous appartiennent à tous. Donc ça c'était un peu ma première réflexion après cette première année, c'était que l'État ne avait pas pris, nous on n'avait pas tous, la puissance publique, les municipalités, l'État, l'ensemble de personnes n'avaient pas pris la mesure de la difficulté d'absorber ces premières informations, qui était le fait de la production continuelle de données, le fait que ces données soient accessibles tout le temps, et que une fois qu'on crée des services dans cette logique-là, notre mode d'organisation aussi change. Donc pas seulement les normes, pas seulement la partie normative, mais aussi comment on s'organise. Donc les types de services changent, les types de fonctionnaires changent, le type d'employés change, les compétences changent, et du coup les structures n'étaient pas préparées, mais pas préparées encore, je pense, on est un peu tous d'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle transformation numérique, c'est en train de se transformer. N'est pas préparé à absorber ces changements-là d'un seul coup. Donc ça allait mettre un peu plus de temps. Et la deuxième partie de l'expérience sur ces 2 ans que je voulais partager avec vous, c'était je quitte ce ministère de la Culture et je pars travailler pour une entreprise qui, en fait, il fait de l'aménagement du territoire numérique, mais de l'autre côté, on va dire. Donc il est dans le privé, et cette entreprise, elle récupère les données ouvertes. Elle se dit que le mouvement de l'open data, c'est une aubaine pour eux, parce que le fait de pouvoir récupérer l'ensemble de données disponibles peut leur permettre d'avoir une cartographie beaucoup plus précise du réel, et du coup ramener pour ses clients un avantage au moment de faire des opérations d'efficacité ou cibler un client ou même faire des programmes publics que je vais vous les montrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire produire de données pour cette entreprise-là? C'est le fait que quand on récupère le cadastre français, on peut aller voir qu'il y a des communes, des codes communes qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé, des choses qui sont répétées, que 10% est faux ou que 5% est faux, on ne va pas dire, c'est pour ça. Donc qu'il faut le retravailler. Quand on va et on récupère les cartes des AOP, et on a toutes les parcelles agricoles de France, et on a aussi avec ça les autoroutes, et on connaît la proximité d'un aéroport, on peut ajouter tout ça à un référentiel, donc comme si c'était une grosse carte. Je ne sais pas si vous voyez dans l'histoire de l'aménagement du territoire la DATAR, comme si c'était un aménagement vraiment du territoire, mais en version numérique, donc, comme si on recréait un territoire complètement numérique. Donc cette entreprise les récupère, les agrège, et construit un référentiel qui permet de savoir, par exemple, où mettre une borne électrique pour une recharge de voiture entre 2 villes, quels sont les parkings qu'on pourrait solariser, où mettre des points de covoiturage, ou identifier des circuits courts ou des parcelles dans lesquelles on pourrait reconvertir l'utilisation de la parcelle pour construire, bref, des démarches de ce type. Donc cette entreprise a le même défi que l'État, donc elle se retrouve avec des tas de données auxquelles il essaie de chercher un marché, comme l'État en fait essaie de chercher une utilité à cette production de données, parce que pourquoi on produirait du papier si on ne va pas l'utiliser derrière. Et s'il décide, on travaille sur un développement de plateforme. Donc nous, on a un système un peu compliqué, je ne sais pas, justement de traitement de ces données-là. Donc on récupère, basiquement, on les complète, on les normalise, et après on les package, simplement pour qu'une personne puisse les utiliser d'un seul coup. Pour faire un exemple simple, on peut prendre l'exemple du solaire, parce que c'est quelque chose que tout le monde voit. Donc identifier où installer un panneau solaire et à quelle distance d'un transfo par exemple, mais surtout s'il y a de la poussière ou pas, et donc du coup des coûts d'entretien, ou
quelles sont les conditions réglementaires pour l'installer, s'il est en 3e étage, si le bâtiment fait 10 mètres, 5 mètres. Le fait d'agréger toutes ces données-là permet de savoir s'il faut, quel type de panneau solaire on peut installer, quelle est la production qu'on peut faire, et surtout nous permettrait de faire des groupements de consommateurs ou de producteurs d'énergie pour produire ensemble l'énergie et la redistribuer. Ça, c'est une des utilisations classiques. Et donc ça, c'est une espèce de mode de livraison de ces données-là. Ou pour compte de l'État, ça c'est un programme qu'on fait pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, le fait d'agréger l'ensemble des informations des établissements scolaires des Hauts-de-France pour pouvoir mesurer la rénovation et l'investissement en rénovation de ces établissements-là. Donc l'objectif de ce programme-là, qui est un programme public du ministère, est justement de cartographier, accélérer les travaux dans les écoles dans les Hauts-de-France. Donc moi, dans ce parcours de 2 ans, j'ai vu en fait les mêmes types de problématiques des deux côtés, donc du côté public, du côté privé. Donc c'est ça qu'en fait je voulais partager justement, pas tant en juriste qu'en citoyen en fait. Donc la difficulté des organisations à se transformer et adapter à cette omniprésence des données, et pas nécessairement les données personnelles dans lesquelles aujourd'hui sont très, très encadrées, mais les données en général. En fait, la photo de votre bâtiment ne vous appartient pas selon le Conseil d'État, donc la photo prise par une voiture qui passe devant votre bâtiment ne vous appartient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait des photos satellites, différentes sources de données, donc toutes ces données-là. L'État, les collectivités ou les entreprises sont face au même type de problématiques et pas nécessairement avec des outils différents. Donc aujourd'hui, après 1 an d'échanges avec des responsables qui utilisent la data tous les jours, je peux vous dire que les grands groupes et l'administration sont dans la même situation. Donc comment faire pour traiter ces informations-là? Et moi, ça me pose des questions sur... bon, je me dis que c'est une terre complètement inconnue. Moi, je pense que c'est un territoire aménagé, en fait, que c'est un territoire où il y a surtout un territoire à être occupé, dans lequel aujourd'hui il n'y a pas de souveraineté. Je pense qu'il n'y en a pas clairement une souveraineté sur ce domaine-là. Je suis complètement convaincu parce que je suis un utilisateur de Gmail. Donc même si les juristes peuvent me rassurer sur la protection et le RGPD, je suis tranquille que je sais que mes emails dorment à Houston ce soir. Donc je pense qu'il n'y a pas de souveraineté. C'est un territoire qui reste à être aménagé nationalement, européennement, je ne sais pas. La création de valeur aussi, elle est complètement inconnue, en fait. Elle est très opaque. Donc je vois mal qui pourrait aujourd'hui me dire combien vaut exactement un bunch, un groupe de données à échanger entre personnes. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas un marché, il n'y a pas une transparence. On sait le prix du dollar, on sait le prix d'un tas de choses, mais on ne sait pas exactement combien ça vaut. Tous vos données agrégées au WhatsApp qui sont agrégées aux données de Messenger, qui sont agrégées aux données de vos courses en taxi. Donc on ne le connaît pas, ce n'est pas quelque chose de transparent. Donc du coup, comment on ferait pour taxer ça? Donc, comment on ferait pour, à partir de ça, dire qu'il y a une activité économique liée à un marché qu'on ne connaît pas? Donc, ça me pose comme question tous les jours, donc c'est très compliqué. Ok, le bénéfice, c'est très clair, mais c'est un peu plus compliqué que le bénéfice, je pense, parce que c'est la source, l'origine de ce bénéfice qui me questionne, en fait. Quelle est l'origine, la source du bénéfice, des marges des personnes qui vendent et revendent des données? Et la troisième partie, ce que je me dis, est-ce que vraiment la production normative, avant de connaître, ou avant d'avoir une intention, ou de connaître vraiment les activités, est-ce que la production normative est utile ou pertinente tout de suite, avant qu'on sache à quoi ça sert ou comment les gens l'utilisent déjà? Donc, quand James Harrold m'ont invité, moi, j'ai dit, je ne suis pas juriste du tout, hein, je n'ai vraiment pas de choses à dire sur le cadre juridique actuel. J'ai une double expérience et peut-être beaucoup d'hypothèses sur comment le dire. J'ai pu voir sur ces 2 années qu'on est encore à très loin de concevoir ce qui se passe dans l'espace numérique comme quelque chose qui a un impact dans notre vie, ce que je pense que c'est très dangereux en fait. Et on n'a pas pris conscience que le rapide aménagement de cet espace-là, si on ne le fait pas nous, quelqu'un le fera rapidement à notre place, en fait, quelque chose qui est déjà le cas pour la partie de la vie personnelle, mais je pense que pour les données non personnelles, ça va être aussi très rapidement le cas.